Alors, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Donc, bon, bah, l'internet a l'air d'être toujours là. Que je dise pas de bêtises. Est-ce qu'on est toujours opérationnel de l'internet? C'est moi ou ça rame un peu moins là? Ouais, c'est un peu plus rapide. Ouais, c'est pas ouf. On est passé de 1 méga à 10 mégas. Incroyable. 10 fois plus vite. Par contre, la latence est passée à 150. Oui, mais c'est parce que c'est le temps d'aller à Lille et de revenir. Ah oui, d'accord. Ben voilà, c'est revenu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce merdier qu'on a installé? Ben, on va faire des trucs. L'idée, c'est que nos différents serveurs vont servir à monter notre infrastructure des services de bureau à distance. Donc pour l'instant, je vais vous expliquer les différents rôles de ce serveur-là, tout ça à quoi ils vont servir, et on l'installera après. Alors, comme je vous ai expliqué le principe c'était quoi? C'était que les clients, enfin les utilisateurs sur des clients, peuvent se connecter en bureau à distance, et dans l'idée, c'est sur un serveur. Et ils vont donc pouvoir se connecter plusieurs à la fois. C'est ça l'intérêt. Alors, la problématique de ça, c'est si, admettons, je vais connecter tous mes utilisateurs au serveur 2. On va dire ça. On va dire que j'ai un utilisateur, 2 utilisateurs, 10 utilisateurs, 20 utilisateurs qui se connectent en même temps sur le serveur 2. Si le serveur 2 tombe en panne, que se passe-t-il? Il y en a 10 qui gueulent. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont gueuler parce qu'ils étaient connectés pour travailler, ils ne peuvent plus travailler. Donc il est très fortement recommandé d'avoir plusieurs serveurs sur lesquels on peut se connecter. Et ça porte un nom. Et c'est dans quelque chose qu'on va monter. Alors, je vais utiliser un cercle pour ça. Alors, on va dire, on va mettre ça comme ça. Là. Voilà. Ce que l'on va créer, ça s'appelle une collection. Donc on va créer une collection de serveurs. Et dans mon exemple, dans ma collection, je vais mettre les 2 serveurs. Le serveur 2 et le serveur... non, pas du tout. C'est pas ça du tout que je voulais faire. C'était le 3 et le 4. Ah oui. Oh là là. Je vais le mettre dans l'autre sens. Pardon. Non, le 2, il va servir à autre chose. Voilà. C'est les serveurs 3 et 4 que je vais mettre dans une collection. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous avez comme ça une collection de serveurs? Eh bien, les utilisateurs, quand ils vont se connecter à l'un ou à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence. Les utilisateurs ne vont pas se connecter au serveur 3 ou au serveur 4, mais ils vont se connecter à ce qu'on va appeler la collection. C'est-à-dire qu'on va lui donner un nom à notre collection. Donc, je vais l'appeler par exemple Colin. Voilà. Ma collection, mon ensemble de 2 serveurs va s'appeler Colin. Et les utilisateurs qui sont sur des postes de travail, ils vont pas essayer de se connecter au serveur 3 ou au serveur 4, ils vont essayer de se connecter à la collection. Et c'est le système qui va tout seul faire de l'équilibrage de charge entre les 2 serveurs. Ça va se passer tout seul, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc on va créer une collection de serveurs et les utilisateurs vont se connecter à la collection. Et dans la collection, il y a le serveur 3 et le serveur 4. Donc, c'est un premier mot de vocabulaire à connaître quand on va parler de tout ce qui sera RDS, c'est le terme de collection. La collection de serveurs, c'est un ensemble de serveurs. Et les utilisateurs se connectent à une collection. Ils ne se connectent pas directement à un serveur. Ils se connectent à la collection. Ah zut, j'ai fermé le champ. Et le...
Donc j'utiliserai souvent le terme collection. Je vous dirai, vous avez vérifié que votre connexion à la collection, est-ce que l'utilisateur a réussi à se connecter à la collection, la collection est opérationnelle. Dans la collection, j'ai dit que vous mettez des serveurs. Dans mon exemple ici, c'est le serveur 3 et le serveur 4. Attention, ce sont des serveurs spéciaux. Ce sont des serveurs qui vont avoir un rôle spécifique. C'est un nouveau mot à connaître. C'est ce qu'on appelle les serveurs hôtes de session. Donc, je vais vous redonner la même phrase avec un petit mot en plus. Dans une collection, vous avez des serveurs hôtes de session. C'est la même phrase. Hein. Donc les serveurs hôtes de session, c'est quoi? C'est les serveurs sur lesquels les utilisateurs vont se connecter. Le principe de hôte de session, les utilisateurs se connectent en bureau à distance à un serveur hôte de session. Je vous rappelle le mécanisme, c'est ce que vous faites depuis chez vous. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous vous connectez, on pourrait dire, à un hôte de session. Sauf que l'hôte de session que vous utilisez est mono-session. Vous pouvez vous connecter qu'à un seul à la fois. Ici, notre serveur 3 et notre serveur 4 vont être des serveurs hôtes de session multi-session. On pourra se connecter à 10, 20, 30. C'est pour ça que j'ai besoin de plein de comptes utilisateurs. Parce qu'il va falloir vous connecter à plusieurs dessus. Donc c'est pour ça qu'il m'en faudrait au moins une dizaine. Pour pouvoir, par exemple, tester l'équilibrage de charge. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez créé 10 comptes utilisateurs. Dans la collection qu'on va créer, il y a combien de serveurs hôtes de session? Si j'équilibre les sessions, il y aura combien de sessions par serveur? Sachant que vous connectez à 10, voilà. Normalement, il y en aura 5 par serveur. Si tout va bien. Si tout fonctionne bien, ça doit s'équilibrer tout seul. Donc, on va créer une collection. Cette collection va contenir 2 serveurs hôtes de session, le serveur 3 et le serveur 4. Je viens de vous dire que la collection est équilibrée. Si on se connecte à 10 utilisateurs, il y en a 5 sur le serveur 3, 5 sur le serveur 4. Comment est-ce que se fait l'équilibrage? Grâce à qui se fait l'équilibrage? Vous avez un serveur dont c'est le rôle. Il y a une espèce de cerveau dans la collection. Il y a un serveur qui va équilibrer les sessions entre les 2 serveurs. Et ce serveur, il s'appelle le broker de session. C'est son petit nom, donc encore un petit mot de vocabulaire. Et le broker de session, ce sera le serveur 5. Alors, je l'ai écrit là, je vais vous mettre une petite flèche. Alors, avant que vous ne posiez la question, le broker de session, ça pourrait être n'importe quel serveur. J'aurais pu faire en sorte que le serveur 3 soit aussi broker de session. Je vous ai fait des serveurs séparés pour que vous identifiez bien les rôles. Et c'est pour vous faire chier. Mais donc, dans l'exercice qu'on va faire, vous aurez 2 serveurs hôtes de session, le serveur 3 et le serveur 4. Et vous aurez un cerveau qui sera le serveur 5. C'est le broker de session qui va répartir les sessions entre les 2 serveurs hôtes de session. Donc, je vous le répète, on aurait pu faire moins de serveurs. Hein. Mais je veux le faire exprès. Je veux éclater tous les rôles sur tous les serveurs pour que vous identifiez bien chaque rôle. À tes souhaits. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Admettons que vous soyez un compte utilisateur. Attends, petite tomate, je ne sais pas si j'ai bien compris. En fait, on pourrait avoir le broker de session sur un des serveurs d'hôtes de session? C'est exact. Ok. Ce qui n'est pas une très bonne idée. Oui. Parce que l'objectif du broker de session, c'est répartir la charge. Et surtout, si j'ai 2 serveurs hôtes de session, c'est au cas où il y en a un qui tombe en panne. Pour la redondance. Et si bien sûr le broker de session tombe en panne, tu n'as plus de répartition de session. C'est pour ça qu'en général, c'est plutôt utile que ce soit un serveur à part. Ça aurait pu être le contrôleur de domaine.
Il aurait pu cumuler les rôles aussi. Hein. Mais on revient toujours aux habitudes. Est-ce qu'on met tous ses œufs dans le même panier? C'est toujours conseillé, non, mais j'ai pas forcément de quoi faire. 7, 8, 9, 10, 20 serveurs, c'est à chaque fois des licences à payer, c'est des VM à faire tourner. Donc la réalité se situe entre Monsieur Sécurité, Monsieur Praticité et le DAF qui fait les chèques. Voilà, il faudra équilibrer entre tout ça. En tout cas, il n'y a pas de contrainte technique. On pourrait par exemple n'avoir qu'un seul serveur qui fait tout. Il peut être broker, hôte de session, on peut tout faire sur une seule machine si on veut. C'est fortement pas judicieux, mais c'est faisable. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication en fait, entre les rôles. Donc le broker de session, c'est lui qui va faire l'équilibrage. Et comment ça va se passer? Donc j'imagine, vous voyez, j'ai pris un utilisateur Paul qui est sur son poste de travail, et il veut se connecter à la collection. Alors vous vous souvenez comment s'appelle le client qui permet de se connecter en bureau à distance? Quel est le logiciel qui permet de se connecter en bureau à distance? Bureau à distance. C'est le bureau à distance. Et le petit nom de l'exé, quelqu'un s'en souvient? Ah, non, c'est pas A. Donc c'est lui, hein, c'est ce petit programme. C'est ce petit programme-là qui s'appelle Connexion Bureau à distance. Son petit nom, c'est MSTSC. Si vous voulez faire Windows R, vous connaissez ncpa.cpl, vous connaissez etc. etc. Ben, si vous tapez MSTSC, ça va vous lancer ce logiciel-là qui s'appelle Connexion Bureau à distance. Donc je vous reprends l'exemple. Paul est connecté sur un poste de travail. Il lance le logiciel Connexion Bureau à distance, donc c'est le client de Connexion Bureau à distance. Et ici, il doit mettre un nom d'ordinateur. Alors, pour l'instant, vous avez toujours écrit des noms d'ordinateur dans cette fenêtre. Quand vous vous connectez au DNS, par exemple, ou l'adresse IP d'ailleurs, ça marche aussi. Et bien ici, il faudra mettre le nom de la collection. On verra plus tard comment est-ce qu'on met les noms de collection, effectivement. Et qu'est-ce qui va se passer? Le client Connexion Bureau à distance va se connecter à la collection. Donc je vous l'ai dit, dans la collection, vous avez les deux serveurs hôtes de session. Comment ça se passe? Eh bien, il se connecte à un des deux au hasard. C'est le hasard qui établit la première connexion. Donc le client se connecte au hasard, admettons, au serveur 4. À ce moment-là, le serveur 4 va interroger le broker. Et le serveur 4 va demander au broker, dans notre exemple, le broker, c'est le serveur 5, il va demander au broker, est-ce que la personne qui s'appelle ici, s'appelle Paul, veut se connecter sur le serveur 4, doit rester sur le serveur 4, ou est-ce qu'il n'y aurait pas de la place sur un autre serveur? Donc, premier cas de figure, il y a de la place sur le serveur 4. Donc, le client s'était connecté au hasard sur le serveur 4, il y a de la place sur le serveur 4, il reste sur le serveur 4. Deuxième cas de figure, vous l'avez déjà compris, s'il y a plus de place sur le serveur 3, eh ben, le client qui s'était connecté au hasard sur le serveur 4 se retrouve maintenant déconnecté du serveur 4 et il est envoyé sur le serveur 3. Et comme ça, l'équilibrage de charge se fait. Donc, vous allez le voir quand on va faire les tests. Des fois, vous serez connecté au serveur 4, des fois, vous serez connecté au serveur 3, des fois, vous vous ferez déconnecter du serveur 3 et il vous enverra vers le 4. C'est normal. C'est le travail du broker. Dans notre exemple, c'est ce que fera le serveur 5. Évidemment, cet équilibrage de charge est complètement transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur, lui, va se connecter à la collection, il sera connecté à la collection. Il verra aucune différence s'il est sur le serveur 3 ou le serveur 4. Oui. Comme tu disais, l'équilibrage de charge, c'est pour la bande passante, c'est ça? Non, 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 c'est pour équilibrer les charges entre les deux serveurs hôtes de session. c'est pour une question de bande passante. Non, c'est toujours pas une question de bande passante, c'est une question de charge des serveurs. On a dit qu'on pouvait... Imagine des utilisateurs, on en a 100. D'accord? Si tu as 80 personnes connectées sur le premier serveur et 20 sur le deuxième, est-ce que tes deux serveurs sont chargés pareil? Ah, d'accord, ok. Ce serait mieux qu'il y ait 50-50. Ouais, c'est ça. C'est ça. On parle de cette charge-là. On parle de la charge des sessions, pas de la charge réseau. Oui. C'est possible d'avoir le timer sur la scène. Ah, c'est la boulette. Le timer a disparu, mais pour... Ah, j'ai pas coché la case.
Oui, parce qu'il faut que je laisse toujours au premier plan si je veux qu'il reste toujours au premier plan. Parce que si je coche pas la case, ça coche pas. Et alors si je réessaye, eh ben oui, il disparaît plus maintenant. Elle a la boulette. Désolé. C'est lundi, c'est vivement les vacances. Donc, je répète, donc j'utilise connexion bureau à distance. Avec cet outil-là, il se connecte à un des deux serveurs aux deux sessions choisis au hasard. Mais comme les deux serveurs sont dans une collection, il y a forcément un broker, le serveur 5 dans cet exemple, qui va peut-être vous réaiguiller vers un autre serveur de la collection. Alors, évidemment, dans notre collection, on n'a que 2 serveurs là. Mais imaginez les grosses entreprises qui en ont 20 des serveurs aux deux sessions. Et il faut bien répartir la charge entre les 20 serveurs. C'est là où ça devient très intéressant à ce niveau-là. Donc quand on va monter notre infrastructure, on va avoir 2 serveurs aux deux sessions, le serveur 3 et le serveur 4. On va avoir un service broker de session qui sera le serveur 5. Et c'est pas fini. Vous allez être obligé de créer un autre serveur, enfin d'utiliser un autre rôle, pardon, qui sera alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rôle de serveur qui sert à, comme son nom l'indique, d'accéder à RDS par le web. Alors, ça dit par le web, mais en fait, c'est surtout en utilisant un navigateur. C'est surtout ça l'idée. Si je vous repose la question, pour que Paul puisse se connecter à la collection, on a utilisé quel logiciel? MSTSC. MSTSC, voilà, il faut lancer MSTSC. Voilà, grâce au RDS par le web, il pourrait utiliser un navigateur. Ça vous affranchit d'MSTSC en fait. Grâce à ça, hop, pas besoin d'utiliser MSTSC. Alors, attention, même s'il y a écrit RDS par le web, ça vous oblige pas à avoir Internet. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir Internet. C'est pour ça le nom, je le trouve pas terrible. L'idée, c'est plutôt de créer un portail web. Voilà. C'est un portail par lequel on va pouvoir passer pour accéder à la collection sans utiliser MSTSC. C'est ça l'objectif de ça. Oui. L'objectif, c'est d'accéder à la collection sans utiliser MSTSC, mais en utilisant à la place un navigateur. Ah d'accord. Parce qu'il me semble que tout à l'heure, tu avais dit que dans MSTSC, dans le nom de l'ordinateur, il faudrait rentrer le nom de la collection. C'est exactement ce que j'ai dit. Il faudra rentrer le nom de la collection. Donc Oui. on a 2 possibilités. Oui. MSTSC ou le nom de l'ordinateur. C'est ça. C'est ça. Ça offre une possibilité supplémentaire. Alors, il faut savoir qu'avant, cette possibilité d'utiliser RDS par le web, elle était optionnelle. Parce que vous pourriez très bien décider, oui, mais moi, mes salariés, ils utilisent que MSTSC. C'est très bien, c'est un outil pratique. Oui. Bon, bah, maintenant, donc depuis plusieurs versions de Windows, vous êtes obligé de faire un serveur RDS par le web. Le RD Web, il est obligatoire. Et pourtant, c'est cocasse parce que si vous utilisez que MSTSC, on s'en sert jamais. Bon, donc, ça a été vu dans un objectif de proposer toutes les solutions possibles, encore une fois, pour les grandes entreprises. Bon, de toute façon, il n'y a que les grosses boîtes qui utilisent ça. C'est pas un artisan qui a 10 salariés, il n'utilise pas ça. Donc si on passe par le navigateur, c'est-à-dire qu'on crée un VPN. Non. Non, regarde, sur le client, là, tu ouvres un navigateur et tu le connectes directement. Ah non, Non. non, mais On est dans le même réseau, là. oui. On va peut-être pas attaquer tout de suite pour la publication sur Internet. Je vous rassure, ou je vous inquiète, on va le faire. Sur une proposition de Daniel, donc, il va falloir... Non, allez, c'était prévu. C'est pas lui le coupable. Quoique... C'est la suite logique. Voilà, donc ça veut donc dire que quand on va monter notre infrastructure, il va nous demander quels sont les serveurs aux deux sessions. Il faudra répondre serveur 3, serveur 4. Quel est le broker? Vous répondrez serveur 5. Et après, il va vous demander quel est le serveur accès à distance par le web. Et il faudra mettre le serveur 6 à ce moment-là.
Avant que vous ne demandiez le serveur 2 et le serveur 7, ils serviront à autre chose plus tard. On s'en servira pas maintenant. Des questions? Non? Eh ben c'est parti. On va monter tout ça. Alors, pour monter notre collection, j'ai besoin que vous vous connectiez au serveur 1. C'est donc le contrôleur de domaine. Tout le monde avait fini, hein. Vous aviez bien vos 7 serveurs qui étaient intégrés dans le domaine, c'est bon? Oui? Très bien. Ce que je vais vous faire faire maintenant, on le fait sur le serveur 1. Mais, vous pourriez le faire sur n'importe quel serveur. C'est pas du tout obligé de le faire sur le serveur 1. Pourquoi je vous le fais faire sur le serveur 1? Non, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que je suis sûr qu'il est là, lui. Vu que c'est le contrôleur de domaine, normalement, lui, il est bien. Vous allez ici. Il y a un conteneur qui s'appelle tous les serveurs. Est-ce que vous voyez ce petit conteneur? Dans votre gestionnaire de serveurs, pardon. Donc, sur le serveur 1, vous avez encore le gestionnaire de serveurs qui est ouvert? Oui, bah parfait. Donc si vous avez le gestionnaire de serveurs qui est ouvert, vous allez jusqu'au conteneur qui s'appelle tous les serveurs. Ceci est un outil qui va vous permettre d'ajouter des serveurs dans la console du gestionnaire de serveurs du serveur 1. L'objectif, c'est d'administrer des serveurs à distance. Attention, je ne vous parle pas de la connexion bureau à distance là. Je vous parle que d'administrer des serveurs à distance. De voir les observateurs d'événements, les services, tout ce que vous voulez. Vous allez donc cliquer ici sur ajouter des serveurs. J'ai juste fait clic droit de souris sur le conteneur tous les serveurs et vous cliquez sur ajouter des serveurs. Quand vous êtes sur ajouter des serveurs, il va vous demander quels sont les serveurs que vous souhaitez ajouter. Vous cliquez juste sur rechercher maintenant. Vous devriez avoir tous vos serveurs qui s'affichent. Vous allez donc ajouter tous les serveurs. Voilà. Vous n'ajoutez bien évidemment pas les clients. Donc, normalement, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Et on va ajouter tout ça. Une fois que vous avez ajouté tous vos serveurs, et vous faites OK. Tout simplement. Là, il devrait essayer de se connecter. Et il devrait tous être en ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter ces 7 serveurs? Parfait. Normalement, ça devrait être assez rapide. Hein. C'est good? Parfait. C'est fait que vous avez ajouté vos 7 serveurs à la console, tous les serveurs du gestionnaire de serveurs du premier serveur. On va pouvoir ajouter des rôles et des fonctionnalités. Attention, c'est maintenant qu'il faut faire très attention. Je suppose que vous savez faire ajouter des rôles et des fonctionnalités parce que vous l'avez fait de nombreuses fois. Mais c'est maintenant que ça change. Souvenez-vous, dans le passé, je vous avais dit qu'on va toujours faire ajouter des rôles et des fonctionnalités. On choisira toujours installation basée sur un rôle et fonctionnalité. Et qu'à un moment donné, c'est-à-dire le 29 juillet, nous allions choisir installation des services bureaux à distance. Et le 29 juillet, c'est maintenant. Donc je vous invite sur votre serveur 1 à faire ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et vous allez cocher installation des services de bureau à distance. Et si on lit ce qu'il y a écrit en dessous, il vous dit installer des services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI, Virtual Desktop Infrastructure, pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs ou des sessions.
c'est celui-là qu'on va prendre. Avant que vous ne me posiez la question, qu'est-ce que c'est que ça que c'est VDI? Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous le dire. Vous me demandez ce que c'est VDI? Eh ben, je vais vous dire ce que c'est VDI. C'est Virtual Desktop Infrastructure. Ah, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Eh ben, c'est très simple. Dans l'exercice... Ah, désolé. Dans l'exercice, il est où le plan? Il est là. Je vous ai dit que vous vous connectiez en bureau à distance sur une collection et il y aurait peut-être 20, 30, 40, 50 utilisateurs connectés sur la collection. Entre guillemets, les serveurs 3 et 4 vont être donc partagés pour mes 100 utilisateurs. Ça veut dire que ce sera un ordinateur pour plusieurs comptes. C'est l'objectif du système. Mais il y a des limites. Il y a des problématiques. Par exemple, les logiciels qui vont être installés sur les serveurs 3 et 4, pour les 50 personnes qui sont connectées, ce sont les mêmes logiciels. C'est d'ailleurs l'intérêt du système. Imaginez, un de vos 50 salariés a besoin de Photoshop. Il lui faut Photoshop pour faire son travail. Vous êtes obligé d'installer Photoshop dans les serveurs de session. Résultat, qui peut utiliser Photoshop? Tout le monde. C'est con. Surtout que les licences d'utilisation sont à l'utilisateur. Ah, alors là c'est vraiment problématique parce que j'ai un des gars qui a besoin de Photoshop, je dois payer 100 licences. C'est un peu cher. C'est chiant. Donc c'est vrai pour chaque logiciel. Le défaut de la collection de sessions de ce qu'on va faire, c'est que vous ne pouvez pas faire d'exception. Il faut que tout le monde travaille dans le même environnement de travail. Et il se trouve que très souvent dans les entreprises, tout le monde travaille dans le même environnement. Il faut la bureautique, il faut Word, Excel, et puis ça suffit pour 80% des salariés. Donc ça va très bien. Mais quand il y a des exceptions comme ça, eh ben la solution n'est pas adaptée. Tout simplement. La solution adaptée, c'est VDI. C'est de ça dont on parle. Et VDI, c'est quoi? Alors, il va falloir que je fasse un petit dessin peut-être un petit peu plus grand. La solution VDI, c'est quoi? Allez, je vous rajoute un petit serveur comme ça. Ce ne sera pas le serveur 8, ce sera un serveur Hyper-V. Et c'est quoi VDI? C'est ça. Le principe de VDI, c'est un utilisateur, toujours Paul, se connecte en bureau à distance, toujours MSTSC, mais non pas à une collection de serveurs, mais il se connecte à une machine virtuelle hébergée dans un hyperviseur. Ben en fait, c'est ce que vous faites. Quand vous êtes chez vous, vous vous connectez en bureau à distance à un poste de travail, qui se trouve ici à Mérignac, et vous êtes chez vous à Pessac ou ailleurs. Et bien imaginez que le poste de travail auquel vous vous connectez, c'est pas une vraie machine physique comme vous actuellement, mais c'est une machine virtuelle dans un hyperviseur. Il y a des entreprises qui travaillent comme ça. Ils virtualisent tous les postes de travail. C'est-à-dire que dans l'hyperviseur que je vous mets là, il n'y a pas une VM. Hein. Vous avez combien de salariés? 20, 30, 40, 50? Un de mes salariés a besoin de Photoshop. Vous allez installer Photoshop dans sa VM à lui. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, ça, VDI, en particulier dans le cloud. C'est-à-dire que vous allez créer des VM dans Azure, dans ce que vous voulez, qui auront du Windows 10, qui auront du Windows 11, du Windows 12. Et sur les postes de travail, locaux, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez besoin de quoi? Ben, de MSTSC. Il vous faut le logiciel pour vous connecter en bureau à distance, et c'est tout. Dans les logiciels locaux, dans les machines locales, il y a besoin de plus rien. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Ça veut dire que sur les clients, il n'y a plus rien. Le client ne sert qu'à une seule chose, lancer MSTSC. Voilà, il lance l'interface de connexion bureau à distance. C'est vraiment une
Exactement, ça fait beaucoup moins de maintenance, ça fait beaucoup moins de frais, parce que le logiciel MSTSC, est-ce qu'il est gourmand? Est-ce qu'il a besoin de beaucoup de performance? Est-ce qu'il a besoin d'un disque dur de ouf? Est-ce qu'il lui faut une 4090? Non, 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 tout est un non. Ça va tellement loin qu'il y a des entreprises aujourd'hui, ils ont même plus de Windows sur les postes. Ils ont ce qu'on appelle des clients légers. Vous avez déjà entendu parler des Raspberry Pi par exemple? Un petit truc, ça vaut 50 €. Dessus, il y a un Linux. Dans le Linux, il y a un client bureau à distance qui se lance. Et ça se connecte à ce qu'on veut. Au choix de l'entreprise de connecter le client léger à une collection ou le connecter à VDI pour que l'utilisateur il ait son Windows 11. Alors qu'en local, il n'y a rien du tout. Il y a des entreprises qui recyclent leurs vieux PC. Ils ont que 4 Go de RAM par exemple, qui sont obsolètes pour Windows 11. Tant pis. Ils installent un vieux Linux tout pourri dedans, qui ne sert qu'à lancer une chose, connexion bureau à distance. Yep, c'est lancé. Ça se fait beaucoup. On s'affranchit du poste de travail en fait. Le poste de travail ne sert qu'un truc, lancer, connexion bureau à distance, et puis donc, soit on se connecte à du VDI, soit on se connecte à des collections de bureaux à distance sur des serveurs. Alors évidemment les deux existent, donc je ne sais pas sur quoi vous tomberez, mais il y a tout. Il y a tout dans les entreprises. Il y en a même qui ont des environnements complètement hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont des vrais PC sur lesquels il y a Windows 11 d'installer, il y a Windows 10 d'installer, et ils ont aussi une collection. Ça se fait de temps en temps. La collection, elle sert qu'à certains logiciels. On n'a pas voulu installer tous les logiciels sur tous les ordinateurs de l'entreprise. On a créé une collection, on a mis le logiciel de compta par exemple. On a mis le logiciel de comptabilité dans la collection. Et les comptables se connectent à la collection pour le logiciel de comptabilité, par exemple. Il y en a qui ont voulu proposer du télétravail à leurs salariés, ben ils ont monté du VDI sur Azure. Ce qui fait que les VM, elles ne sont pas dans leurs locaux. Les gens, c'est des nomades, ils vont chez eux, mais ils se connectent en VDI sur Azure. Ou VDI en local, ça existe aussi, on peut le faire en interne si on veut. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le bureau à distance, il y a vraiment beaucoup de variétés, hein. Il y a vraiment beaucoup de situations différentes. Comment t'écris VDI? VDI, Virtual Desktop Infrastructure. C'est écrit quand tu es là. C'est l'explication de ce que tu as quand tu es dans le... Hop. Quand tu es en train d'ajouter le rôle. Là, voilà, c'est celui-là. Là. VDI, VDI, Virtual Desktop Infrastructure. Donc là, avec le service haute de session qu'on est RDS qu'on est en train d'ajouter, et bien ici on pourra faire les deux. On pourrait monter ces fameux ordinateurs virtuels dans des hyperviseurs si on veut, ou créer des collections sur des serveurs haute de session. On aura les deux choix. Donc je vais tout simplement faire suivant. Donc vous cochez bien installer les services bureau à distance. Hein. Enfin, vous allez pouvoir cocher cette case. Alors, question suivante. Les services de bureau à distance peuvent être configurés sur un ou plusieurs serveurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déploie sur plusieurs serveurs ou démarrage rapide, un démarrage rapide pour déployer les services d'urgence sur le même serveur, créer la collection, tout sur un seul serveur? Bah, bien sûr que non. On regarde le déploiement standard, nous, parce qu'on veut éclater ça sur plein de serveurs différents. Donc, déploiement standard. Suivant. Alors ici, il vous pose la question. Ça, c'est VDI. Et ça, c'est le bureau basé sur des sessions. On prend lequel? Ah, c'est compliqué. Celui-là. Déploiement basé sur une session. C'est celui-là où on aura notre collection de serveurs de session. Et voilà, un petit résumé des prérequis dont vous aurez besoin pour monter la collection. Je vous dis, il faudra du serveur de session, il faudra du broker et il faudra du RDS par le web. Donc on a bien identifié nos rôles. On a dit que les
Hôte de session, ce sera les serveurs. C'est lesquels? 3 et 4. L'accès bureau à distance par le web. Non, c'est le 6. Et le broker, c'est le 5. D'après le schéma, normalement c'est ça. 3 et 4, hôte de session. 5, broker. 6, accès bureau à distance par le web. Donc première question, spécifier le serveur du service broker. C'est donc lequel? 5. Donc je prends, est-ce qu'il est dans la liste 5? Oui, il est dans la liste 5. Je fais suivant. Enfin, je fais la petite flèche pour ajouter le 5 comme service broker pour les connexions bureau à distance. Je fais suivant. Question suivante. Service accès web des services bureau à distance. C'est lequel accès web? C'est le 6. Le 6 il est là. J'ajoute le 6. Alors, il y a une petite case à cocher que vous ne cochez pas, hein, mais il propose d'installer l'accès web sur le broker. Vous ne le faites pas, mais comme je vous l'ai dit, on pourrait mettre tous les rôles sur le même serveur, mais on ne va pas le faire, parce que je veux mettre des serveurs différents. Et je fais suivant. Quel suspense, quelle question va-t-il nous poser après? On va parler trop vite parce que quand je fais des screenshots, là, Spécifier les serveurs hôtes de session. Hôtes de session, c'était lesquels? Le 3 et le 4. Donc on a bien choisi. D'abord le broker, c'est le 5. Après, accès web des services bureau à distance, c'est le 6. Et les deux autres de session, c'est le 3 et le 4. Faut juste choisir là les bons serveurs par rapport au bon rôle. Hein. Juste être attentif à ça. Et suivant. Si tout va bien, il devrait nous confirmer que tout est prêt à s'installer. Peut-être, avec un peu de chance. Et ben, ça a l'air pas mal ça pour terminer l'installation de qu'est-ce que j'ai? C'est accès bureau à broker le 5, accès web le 6, hôte de session le 3 le 4, petit triangle jaune qui vous a attiré l'œil. Il se peut que les serveurs suivants redémarrent après l'installation. Alors je vous confirme qu'ils vont redémarrer. Donc je ne sais pas pourquoi il y a écrit il se peut, peut-être que... Bah normalement si, il redémarre. Peut-être. Je sais pas, ils ont dû beaucoup réfléchir à la phrase. Est-ce qu'on met une condition ou pas? Peut-être. On veut pas brusquer les gens, tu vois, c'est peut-être pour pas leur faire peur. Quoi? Il va redémarrer? Non, peut-être. Ah, c'est pas sûr. Ouais, voilà. Et bien évidemment, bah, vous devez cocher la case, redémarrer automatiquement si nécessaire. Ce qui veut dire que vous avez bien pris conscience qu'il se peut que ces deux serveurs redémarrent. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je savais pas qu'ils allaient redémarrer ». Parce que là, ils partent du principe que les mecs ne lisent pas. Mais là, je coche la case, que j'ai pas lu non plus. Maintenant, je peux cliquer sur « Déployer ». Et là, je vous invite donc à patienter. Si tout va bien, ça devrait installer des trucs sur le serveur 3, le 4, le 5, le 6. Et si vous surveillez le serveur 3 et 4, il devrait redémarrer tout seul. Avec de la chance.
chercher un peu d'eau le temps que ça installe. Alors, est-ce que ça avance? Bon. Oula. Alors, il y a écrit quoi? Réussi, 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 réussi. Ah bah c'est bien réussi tout ça. Mhm. Donc... Ouh, mais c'est nouveau ça. Ah oui. Normalement, si tout ça a bien réussi, dans votre gestionnaire de serveur, dans le tableau de bord du serveur 1, il y a un nouveau truc qui a dû apparaître comme de par la magie. Vous avez ça. Est-ce que vous l'avez ça? Ouais, ça, c'est encore fait. L'avez-vous, l'avez-vous? Pas encore? Ben, ça va arriver. Du fait que dans tous les serveurs, vous avez ajouté tous vos serveurs, on va pouvoir gérer, administrer, configurer notre collection, etc. à partir du serveur 1 dans cet outil-là, dans Service Bureau à Distance. Pourtant, dans tous les rôles qu'on a ajoutés, le serveur 1, il n'apparaît pas. Le serveur 1, c'est le contrôleur de domaine, mais il n'agit pas dans la collection. C'est pas un serveur de session, c'est pas le broker, c'est pas grave. Vous pouvez administrer tout ce qui sera le bureau à distance sur un serveur qui n'est pas dans la collection. Et ça, c'est parce que c'est le contrôleur de domaine? Non, D'accord. c'est parce que dans tous les serveurs ici, on a ajouté tous les serveurs. D'accord. On a rajouté les 7 serveurs. C'est pour ça. Ce qu'on vient de faire là, on aurait pu le faire sur le serveur 2. Le serveur 2 qui n'est pour l'instant d'aucune utilité. Pour le moment. Voilà. C'est pas parce que c'est le contrôleur de domaine, c'est parce que c'est juste un serveur qui a le gestionnaire de serveur.
dans lequel, dans tous les serveurs, on a ajouté tous les serveurs. Donc, on a tous les outils d'administration de tous les serveurs dans une seule console. Donc, par exemple, on aurait pu faire ça à partir du serveur 3. Oui. Même s'il y avait un dossier de session. Oui. Parce que quand j'ai dit on aurait pu faire ça à partir du serveur 2, ça t'allait pas de... Comme le 2, il n'est pas en deux sessions, je peux bien poser la question. Comme le serveur 3, il est en deux sessions, il est dans la collection. Ouais. Je m'en ai dit pour faire sur le... Ouais. C'est pas faux. Ok. Alors, donc, quand ça arrivera, quand vous verrez apparaître le conteneur service bureau à distance, cliquez dessus. Et c'est l'outil qui va nous permettre de créer plein de choses. À tes souhaits. Merci. Yes. 40 degrés hein, aujourd'hui. Hein. Ça va être chaud le vélo. C'est déjà arrivé des sessions où il n'y avait vraiment pas la clim et qui faisait 40 degrés dehors. C'est arrivé, et moi je les ai pas faites. C'est-à-dire qu'il se trouve que d'une façon c'est incompréhensible, dans ce bâtiment, on l'a récupéré avant qu'il y ait la clim. Donc avant qu'on ait ce bâtiment-là, moi mes cours je les donnais dans le bâtiment vert qui est de l'autre côté, où il y a la clim. Et donc j'ai refusé de venir faire mes cours ici, tant qu'il n'y avait pas la clim. Je leur ai dit non. La salle elle était prête, hein. Je dis non, je fais pas cours s'il n'y a pas la clim. Donc j'ai attendu un an qu'il y ait la clim avant de venir faire la clim. Donc ça a eu arrivé. Il y a des anciens, il y a quelques années, qui pourront témoigner. Ah ouais, c'était hyper chaud, il y avait des ventilateurs. L'enfer. L'enfer. Quand t'as les trucs en été, Tu te dis, mais comment on faisait avant? On transpirait avant. En magasin, on a eu la clim tombée une fois en panne, avec les bandes d'arcade, les écrans et compagnie, c'était une fournaise. Il faisait, au fond du magasin, il faisait plus de 33 degrés. Tu m'étonnes. Ah ben, en gros, les mecs voulaient tous aller à l'entrée pour travailler. Quoi. 33 c'est bien, c'est bordelais quoi. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 28 degrés, tu peux travailler dessus. On avait le ventilateur sur la pièce. Oui. Tellement qu'il est accéléré. J'ai des souvenirs comme ça aussi. Ils font des casquettes avec ventilateur maintenant. Ah ouais, c'est ventilo, c'est une moniteur, on avait j'ai une baguette de clé, plus de bornes, plus les consoles et compagnie. Là, c'est chaud. C'est une boîte de Alors, est-ce que c'est installé? Y a-t-il quelqu'un pour qui c'est pas installé? Non? Très bien.
Donc si vous allez dans votre... donc j'ai dit dans le gestionnaire de serveur du serveur 1 et vous cliquez sur service bureau à distance, vous vous retrouvez sur quelque chose qui s'appelle la vue d'ensemble. Alors, j'en parlerai souvent de ça. Quand je vous dirai, est-ce que tu peux aller dans ta vue d'ensemble? Est-ce que vous pouvez m'afficher la vue d'ensemble? Retournez dans la vue d'ensemble, c'est ici, la vue d'ensemble. Donc pour accéder à la vue d'ensemble, je vous le remontre, il faut que vous alliez dans le gestionnaire de serveur du serveur 1, vous cliquez sur service bureau à distance et vous êtes dans la vue d'ensemble, dans laquelle on voit plein de choses. Ce qui va m'intéresser, alors faites attention, il y a des ascenseurs verticaux et horizontaux, hein, il y en a dans les deux sens. Ce qui va m'intéresser, c'est ascenseur horizontal, vous allez vers la droite, et premier truc à vérifier, c'est la liste et les rôles de vos serveurs. Est-ce que tout est correctement configuré? C'est-à-dire, les serveurs 3 et 4 sont bien des serveurs hôtes de session, le serveur 5 c'est le broker, et le serveur 6 c'est l'accès web, les services bureau à distance. Est-ce qu'on est correct à ce niveau-là? Jusque-là tout va bien. Oui. Parfait. Maintenant que tout va bien, c'était juste une vérif, hein, ça. Ce qui va m'intéresser, c'est de créer la collection. Pour créer la collection, je vous invite à cliquer sur le conteneur qui s'appelle collection. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune explication rationnelle à vous apporter. Le clic droit de souris sur collection ne fonctionne pas. On ne peut pas faire clic droit de souris, nouvelle collection. Je préfère qu'on n'en discute pas. C'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est suffisamment douloureux pour moi. Où est-ce qu'on va avoir la nouvelle collection? On l'a ici. C'est-à-dire qu'il faut que vous utilisiez l'ascenseur horizontal. Alors, ça dépend de votre résolution. Mais tout à droite, il y a un petit menu déroulant qui s'appelle tâches. Ça fait un peu tâche. C'est pas faux. C'est pas faux, ça fait un peu tâche tout ça. Et vous pouvez cliquer sur créer une collection de sessions. Pourquoi le clic droit de souris ne fonctionne pas? Ça a été fait parce que y a un Linuxien qui s'est introduit dans les locaux de Microsoft, qui s'est fait passer pour un développeur et qui a réussi à saboter le projet de déploiement de cet outil. Je ne vois pas d'autre explication rationnelle que ça. Ou un adorateur de la Ah ouais, peut-être un paumien. Ou un paumé. Ouais, le clic droit, le menu contextuel. Ouais, mais ils ont pas de clic droit de toute façon. Voilà. Ouais, ça peut être ça. Non, mais soit après, il est souvent qu'il y a des boutons. Bah oui, c'est ça. Donc forcément, oui, peut-être un paumé. Ouais, le menu contextuel. Donc dans tâches, donc pour créer une collection de sessions, il faut cliquer sur créer une collection de sessions, tout simplement. Je vous invite donc à cliquer sur créer une collection de sessions. Ce qui devrait lancer un nouvel assistant qui va nous permettre de créer notre collection de sessions. Oui, tomate. Ludo, quelque chose qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Ok, donc t'es pas au bon endroit, faut que tu utilises l'ascenseur horizontal qui est tout en bas, vers la droite, et c'est le tâche qui est en haut à droite. Ah d'accord, ok. D'accord, d'accord. Créer une collection de sessions. C'est ça. Donc là, voilà, suivant, hein, rien d'étonnant. Première question, quel est le nom de la collection? Colin. Pas Colin. Colune. Colonne. Colonne. Columns. Lune. Comme Tetris. Le Tetris de Mega Drive. Pardon? Columns. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Columns, c'est le Tetris Ah, de Mega Columns, Drive. oui, vrai. Oh, le temps passé dessus Ah, sur il a- Columns. C'est vrai, ça. Tout à fait. Ah bah faut jouer à la Mega Drive aussi pour ça. Faut s'y connaître un peu en console. Hein. Et je suis connu sur Game Gear que sur Mega Drive. Ouais, aussi, ouais. C'est le jeu le plus vendu sur chez les Sur Mega Drive. Hein. Sur Game Gear. Sur Game Gear. Comme C'est Columns. Tetris. T'as vu le mec qui l'a fini? Le gamin, il a fini. Ouais. C'est même pas le mec, c'est Ah, le gamin. maintenant c'est un homme. Enfin, c'est même plus que ça. C'est un dieu. C'est un dieu, le mec. Maintenant. 14 ans. Ouais. Ouah, mais tu te rends compte quand même sur ton CV, passion, j'ai fini Tetris.
C'est un peu comme si tu dis j'ai fini comment un Cuphead. Ouais, Cuphead. J'ai fini Cuphead. Oh ah putain on vous embauche. Ouais. En mode difficile. Oh vous êtes président. Il y en a plus que des gens qui ont fini des très Ouais, je pense. Ah qu'on finit Cuphead. Ouais. Ouais, je Ah non, pense. bah, quand tu regardes les speedrunners, ils sont fous. Ouais. Super Meat Boy aussi. Il y en a quelques-uns qui sont un peu tendus. Donc alors, comment qu'on l'appelle notre collection? Bah, tu avais marqué Colin C-O-L-U-N. Colin. Allez. Colin, comme tu veux. Suivant. Il vous demande après quoi? Sélectionnez les serveurs hôtes de session bureau à distance que vous voulez mettre dans votre collection. On en a deux sous la main, le 3 et le 4. Donc vous ajoutez le 3 et le 4. Là, on a nos deux serveurs dans notre collection. Alors sachez qu'on aurait pu faire une collection avec un seul serveur. Hein. C'est faisable. Si on fait une collection avec un seul serveur, le broker il sert pas à grand-chose. Et pourtant, c'est obligatoire. Si effectivement, tu fais... Alors, je sais pas, soit il y avait installation rapide, où il disait on met tout sur un seul serveur. Là, tu auras broker accès web et aux deux sessions sur une seule machine. Et effectivement, le travail du broker va être plutôt simplifié. Ça va. Tu te connectes au serveur 3 ou au serveur 3? Bah, oui. Je te conseille le serveur 3 quand même, c'est mieux. Ouais, mais j'aurais préféré le serveur 3. Ok, bah, serveur 3. Bah, donc, suivant. Une fois que vous avez ajouté vos deux serveurs de session. Et maintenant, voici une question très intéressante. Qui va avoir le droit de se connecter à la collection? Par défaut, c'est utilisateur du domaine. Évidemment, comme on est des gens psychorigides, on ne va pas laisser utilisateur du domaine ici. Et je vais vous demander de créer un groupe dans Active Directory que vous allez mettre ici à la place de utilisateur du domaine. Comme ça, peut-être que je le fasse moi aussi. Tac tac, suivant. Un. Le serveur 3 et le serveur 4. Tac. Suivant. Et donc, à la place d'utilisateur du domaine, hop, on fait un petit groupe. Je n'ai pas fait de groupe de serveur. Tac. On va se faire un petit groupe qui s'appelle utilisateur Colin. Voilà, donc je me crée un groupe qui s'appelle utilisateur Colin. Un groupe global. Oui, c'est un groupe global. Et ce que je souhaiterais, c'est donc ici, à la place d'utilisateur du domaine, donc bien sûr je supprime utilisateur du domaine et j'ajoute mon groupe utilisateur Colin. Et c'est les utilisateurs de la Colin. Je fais attention, il faut mettre tous les membres. Non seulement. Non, bon, après ça. Non, après. Donc, comme souvent, on crée le groupe d'abord, on donne les bonnes autorisations, puis après on mettra des gens dedans. Donc après avoir ajouté Christophe, Thomas. tomate, oui, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe, Ludo?
J'ai fait un groupe d'utilisateurs commun. Non, t'as pas fait un groupe là, t'as créé une unité d'organisation, ça c'est pas un groupe. Je crois que tu vas pas pouvoir la supprimer comme ça, mais si tu voulais faire un groupe, il fallait faire un groupe. Je crée ici alors. Si tu veux, ça n'a pas d'importance où tu le crées. Hein. Ah oui, c'est groupe, ça je me rappelle. Oui. Enfin, un nouveau groupe, il faut faire groupe. Ok. Tu retournes dans l'assistant que tu as créé. Voilà. Tu supprimes l'utilisateur du domaine. Et maintenant, tu peux faire suivant. SquareChat et Alors, la question suivante va concerner le disque des profils utilisateurs. Donc ici, c'est la façon dont on va gérer les profils des utilisateurs qui se connectent à la collection. Il y a deux façons de faire. Soit ce qui est proposé, c'est créer des disques de profils utilisateurs, c'est-à-dire, il va créer des VHDX. C'est-à-dire que pour chaque compte utilisateur, il va créer un fichier VHDX. Ça nécessite que vous ayez un stockage partagé pour ça. Pour le moment, on ne va pas le faire. On va faire les profils itinérants à l'ancienne. Donc je vous invite à décocher cette case, activer les disques de profil utilisateur. Pas de souci, c'est quelque chose qui est réversible. C'est-à-dire que si finalement vous dites mais je voudrais bien essayer les disques de profil, on peut cocher la case dans les paramètres de la collection. Donc c'est pas un souci. On va essayer de faire. Je décoche activer. Je fais suivant. Confirmation. Nom de la collection Colin, utilisateur Colin autorisé à se connecter, serveur 3 et 4, pas de disque de profil. Et pour créer la collection, il faut cliquer sur le bouton créer. Et pas annuler, contrairement à ce que vous pouvez penser. Je vais donc cliquer sur créer afin de créer la vie. Créer une collection, réussi. Et voici la vie. La belle vie qui coule dans le fait. Et voilà. Et maintenant, dans ma collection, j'ai ma collection.
Alors, est-ce que tout ça est créé? Vous avez réussi à faire votre collection? C'est bon? Alors, maintenant, on va tenter un test. Je vous invite à maintenant aller sur votre client. Si vous voulez, le client, ça vous pouvez loguer avec qui vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on va faire quoi? Et bien on va lancer MSTSC. Donc sur votre client, celui que vous voulez, vous lancez MSTSC. Et c'est maintenant que vous devez écrire ici le nom de la collection. Vous voulez vous connecter à quelle collection? Colin? Et donc vous cliquez sur connecter pour vous connecter à la collection Colin. Et donc, est-ce que ça fonctionne? Non? Bah non. Ça connecte pas à Colin? Pourquoi? Parce que Le bureau administrateur ne trouve pas l'ordinateur Colin. Parce que le groupe est vide. c'est pas pour ça. Parce qu'on a une personne pour l'instant dans le. Ok, donc il vient de dire le groupe est vide, et toi tu dis Ah, j'ai pour pas l'instant on entendu. a mis personne dans le... J'avais mis un- Groupe. voilà. Bon bah manifestement J'avais vous pas êtes d'accord entendu. tous les deux, non, c'est pas ça. Il y a un rafraîchissement à faire quelque part. Non. C'est Là, il demande un ordinateur. Non. Pardon? Là, il demande un ordinateur, pas de connexion. Et donc... L'ordinateur, voilà, c'est peut-être Pour l'instant, ce Colin n'est pas dans le une partie du réseau. Pour l'instant, c'est des serveurs qui vont dire dessus. Qui sont, Oui. Par rapport à TDS. C'est-à-dire... Normalement, Oui, c'est vrai, c'est l'IP collant, du c'est ça. serveur Ah bah non. L'idée justement c'est de pas taper l'IP du serveur. comment il... Là, je tape quelque chose qui est censé être un ordinateur. Avez-vous un ordinateur qui s'appelle Colin? Non. Mais c'est un nom d'ordinateur qu'on met là. La résolution de nom dans les réseaux, qui s'en occupe? Le DNS. Ah oui. Donc on va devoir intervenir dans le DNS avant. Nous allons faire exister Colin. Nous allons créer Colin dans le DNS. Je vous invite donc à aller... Le DNS c'est quel serveur? Bah ça tombe bien, dis donc c'est le serveur 1. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme chance? Donc sur votre serveur 1, pourriez-vous ouvrir la console DNS s'il vous plaît? Et dans la console DNS de votre serveur 1, vous allez aller dans zone de recherche directe domxy.lan qui a dû se créer tout seul, dans lequel il y a tous les enregistrements de toutes vos machines de votre domaine.
Vous y êtes? Dans votre zone de recherche directe d'OMXY.LAN, vous allez faire un nouvel hôte. Et le nouvel hôte, il va s'appeler Colin. Et la question qu'on va se poser, c'est oui, Colin, c'est bien, mais avec quelle adresse IP? C'est du broker. Non, pas celle du broker. Celle de l'un des deux serveurs. Celle de l'un des deux serveurs, hôte de session. Donc, on va faire un Mais email. il m'en faut deux. On va faire un email. Non, Ah, non. on va faire le tourniquet. Qu'est-ce que c'est que le tourniquet? Donc regardez là, je suis en train de créer un nouvel hôte qui s'appelle Colin, dont l'adresse IP est 192.168.x.3, c'est l'adresse IP du serveur 3. Je l'ajoute. Et je recommence. Je refais un deuxième hôte qui porte exactement le même nom. Et sauf que cette fois au niveau de l'adresse IP, je mets l'adresse IP du serveur 4. Donc j'ai créé deux hôtes. Je vais zoomer. J'ai fait deux fois le même hôte, mais avec deux adresses IP différentes. Cette fonction, en anglais, c'est le round robin, et en français, c'est le tourniquet. C'est utilisé pour faire du pseudo-équilibrage de charge. Du faux équilibrage de charge, parce que là, c'est le hasard qui vous fera avoir l'une ou l'autre. Les souhaits. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire vos deux autres? Alors, nous allons vérifier que ça fonctionne bien. Avant toute chose, je voudrais être sûr que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez essayer de pinguer Colin? Et question, si ça ping, c'est le serveur 3 ou 4 qui a répondu? C'est le 3 ou le 4, c'est une question de chance. Ça ping pas non plus chez moi. J'ai pas changé les règles de pare-feu, mais ça ping pas. Ah bah si vous n'avez pas changé les. Si vous n'avez pas fait l'exception dans le pare-feu, ça pingera pas, effectivement, ça n'a pas changé. D'abord effectivement.
Sinon, pour ceux qui ont réussi à pinguer Colin, est-ce que vous pourriez afficher le cache DNS de votre client, là où vous avez réussi le ping? Un certificat sécurité. Qui c'est qui fait? Moi qui croyais que t'allais tirer sur quelqu'un. Pardon? Je croyais que t'allais tirer sur quelqu'un. T'avais peur? Ah oui, il a eu peur. Alors, est-ce que vous avez réussi à afficher ce cache DNS? Que remarquez-vous? Normalement, il y a les deux. Moi, tomate. Tomate. Pourtant, j'ai activé les trucs que je crois être les bons, mais là, ça ping pas. Alors, ça ne ping pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai activé demande diagnostic réseau de base. Diagnostic réseau de base, je la connais pas celle-là. Ah, c'est pas ça? Moi, j'utilise pas celle-là. Voilà. Moi, j'utilise partage de fichiers d'imprimante. Ok. Ouais. Ok. Pas en IPv6. Non, ça sert à rien, ça, la règle de trafic. Sortant? Ça sert à rien. Bah non, ça sert à rien. Mais le problème, là, c'est que tu es en train d'activer la règle sur le client. Ouais. C'est sur le serveur. Faudrait peut-être l'activer sur le bon serveur. Parce que là, tu es sur le serveur 1. C'est bon. Sur le- Je vais voir si ça marche avec la règle que je prends. Pas plus longtemps. Elle est cassée ou elle est opérationnelle? Elle est cassée, là, qui a été jetée. Elle est cassée? Ça fait un peu de bruit, je sais pas.
pas sûr. Vas-y. De toute façon, ça va l'air d'être un peu plus à gauche. C'est bon. Alors, donc, est-ce que ça ping? Ah, parfait, ça ping Columns. Est-ce que tu peux m'afficher le cache maintenant? S'il te plaît, j'y vais. On est chez toi, je crois. Ouais, comment tu... pardon. Afficher le cache DNS, ipconfig, espace / display DNS. Ah, le DNS, Et là, Columns, il apparaît 2 fois. Il y a bien l'adresse IP du serveur 4 et du serveur 3. Ça veut dire que le tourniquet a bien fonctionné. Donc maintenant, si vous essayez de contacter Colin, il va essayer soit le serveur 4, soit le serveur 3. C'est choisi complètement au hasard. Mais c'est là que normalement, le broker intervient. Fut un temps, il y a très longtemps, il n'y avait pas de broker. Et on n'utilisait que le tourniquet pour faire l'équilibrage, bah, c'était au petit bonheur la chance. Maintenant, on est bien. Hop. Deux fois mon coup là. Le 4 et le 3. C'est bon ça. Alors, est-ce que vous pouvez vous connecter à Colin maintenant? Est-ce qu'on se connexionne? Allez, l'ami Polochon. Ça a échoué chez moi. Je me suis peut-être planté dans le mot de passe. Échoué. Alors, normalement, si tout va bien, vous avez une erreur de certificat. Ouais. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on s'est déjà occupé des certificats? Non, mais ça viendra. Rassurez-vous, bien évidemment, nous allons tout faire pour ne pas que ce genre d'erreur se répète. Mais pour le moment, tant qu'on ne s'est pas occupé du certificat, je vous demanderai, s'il vous plaît, de laisser cette erreur. Parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Dessus, c'est écrit non figurant sur le certificat de l'ordinateur distant. Donc moi, je me suis connecté à Colin. Pourtant, bah, je vois que c'est le serveur 4 qui m'a répondu là. Ce qui est pas incohérent, hein. J'ai dit qu'on se connectait à l'un des deux. Donc là, c'est le 4 qui a répondu. Pourquoi je veux que vous ne cochiez surtout pas cette case? Ne pas me redemander la connexion. Parce que sinon, déjà, vous n'allez pas voir le tourniquet. Vous n'allez pas voir que le broker fait bien son travail. Parce que là, ça se trouve, il va me renvoyer vers le 3. Quand il va me renvoyer vers le 3, j'aurai à nouveau l'erreur de certificat. Et je verrai que je suis passé du 4 au 3, du 3 au 4, du 4 au 3, etc. Premièrement, je veux voir l'équilibrage, donc j'ai besoin de cette boîte de dialogue. Deuxièmement, si vous cochez en bas, ne pas me demander, quand on va s'occuper des certificats, on ne saura pas si ça a fonctionné ou pas. Donc, non. Vous ne cochez pas cette case, s'il vous plaît. Par contre, à la question... voulez-vous vous connecter malgré ces erreurs de certificat? Vous répondez oui. Bah, quand même essayer de se connecter. Et là, soit l'équilibrage de charge a lieu et il essaie de me connecter sur le serveur 3 et je vais à nouveau avoir une erreur de certificat, tout est normal. Soit je vais rester sur le serveur 4 et ça va me connecter au serveur 4. À tes souhaits.
Je suppose que tout le monde a le même message d'erreur. Pourquoi? Je crois que ça a été évoqué. Je sais pas. Oui, vas-y. Bah, c'est parce qu'il y a un groupe dédié au RDS. En fait. Et oui. Moi, j'ai essayé de me connecter avec Polochon. Bien évidemment. Il ne fait pas partie du groupe. Autorisé à se connecter au service de bureau à distance. Et oui, dans utilisateur. Il faut que je mette mes gens dans utilisateur commun, bien sûr. Si je veux qu'ils aient le droit de se connecter à ma collection, peut-être qu'ils soient dans le groupe. Utilisateur, voilà. C'est là qu'il est. Donc peut-être que ça va mieux fonctionner maintenant qu'il a le droit de se connecter, l'ami Polochon. Quel souhait? Moi, il m'a connecté bizarrement. Alors que j'ai mis personne dans le groupe. Pardon? Moi, il m'a connecté alors que j'ai mis personne dans le groupe. C'est impossible. Moi, je suis pas administrateur. Ça veut dire que tu as dû faire autre chose. Je sais pas, j'étais quoi en tant qu'administrateur? Ouais, Ah, tu peux Quand, être quand tu t'es connecté à la collection, il t'a demandé un login et un mot de passe. Est-ce que tu as utilisé un utilisateur de ton... Tu as utilisé quel login et quel mot de passe? Celui de l'admin, Ah, du domaine. donc c'est étonnamment, les administrateurs ont le droit de se connecter? Ah. Ah oui, bah ça c'est pas étonnant, non. Oui. Je t'invite à plutôt utiliser Polochon ou un utilisateur du domaine, c'est plus parlant. Donc moi, je viens d'avoir le message qui m'a premièrement mis le message d'erreur de certificat parce que j'ai connecté au serveur 4. Et là, il me remet le message, mais cette fois c'est le serveur 3. Donc, le broker a bien fait son travail. Il m'a envoyé vers le serveur 3. Et je vais essayer de me connecter quand même. Et ah, il se passe quelque chose. Apparemment, j'ai le droit d'ouvrir la session dans la collection. Tu as une question? Là, Ça arrive. connecté à distance sur le serveur. Mais à aucun moment au serveur, on lui a précisé, par exemple, son Windows 10 ou Windows 11 ou comment... Ben, c'est parce qu'on a du serveur 2022. Il n'y a ni Windows 10 ni Windows 11. Le système d'exploitation du serveur 3, c'est quelle version de système d'exploitation? Bah dis pas non, parce que apparemment oui, ça t'embête. C'est juste que ça m'a surpris parce que je sais pas, parce que peut-être que l'utilisateur c'est sur un client, et là techniquement on n'est pas connecté à un client. Et là je suis allé voir dans les paramètres un peu plus. T'es connecté sur un serveur. Alors, ce qui est d'ailleurs parfois un problème. Et oui, le problème c'est, je me suis connecté à une collection d'autres de sessions, très bien. Les utilisateurs ouvrent des sessions distantes, très bien. Ils vont donc travailler dans cet environnement. Et l'environnement, c'est un serveur. Est-ce que les logiciels fonctionnent parfaitement avec des systèmes d'exploitation serveur? Non. C'est peut-être d'ailleurs le principal problème, c'est réussir à faire fonctionner les logiciels qui t'intéressent dans cet environnement. Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui passent à VDI. Parce qu'avec VDI, tu te connectes à un Windows 11. Et là, ton Photoshop, il va parfaitement fonctionner dans Windows 11, alors que dans un environnement serveur, c'est moins sûr. Je peux choisir un utilisateur. Ce que j'avais fait tout à l'heure avec l'administrateur. Pas avec qui t'es log là. Je pense qu'il faudrait que tu te logs avec justement un des utilisateurs. Dans la gencive. C'est ce que je suis en train de faire. Oui, à distance. Ah ouais, carrément. Ah non, mais il y a tout un arsenal en fait. Ah oui, moi aussi j'aime bien. Par contre, le tramway c'est devenu vachement moins Ah ouais, d'accord, le point américain portable avec des clous dedans. Le point girondin. Excellent. Excellent. Oui. J'en suis à la tentative de réduction MSTS sécurité client. Oui. Ça m'affiche comme quoi il y a un problème de certificat. Oui, normal. Et ensuite, j'ai perdu le fil.
Bah, t'as répondu oui à la question. Il demande voulez-vous te connecter? T'as répondu oui. Bah, vu que t'as répondu non, t'es pas connecté. Tout va bien. C'est laquelle question? Voilà. Bah, recommence et puis réponds oui cette fois. Malgré l'erreur de certificat, réponds oui quand même. On peut tenter de lui faire confiance. Ça connecte? Bon, bah félicitations, on peut aller manger. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite de bonnes vacances. Pardon? Certificat assistant, Daniel. C'est normal. C'est l'erreur de certificat. Fais oui. Fais oui encore. Oui, mais t'as pas fait attention, mais la première fois, ça devait être le serveur 4. Et là, le broker a fait son travail, il t'a envoyé vers le serveur 3. Donc c'est pour ça que tu as une deuxième erreur. Tout va bien. Bon allez, bon appétit. À toutes.